que de chemin parcouru durant l'année 2019. Car tous décidés à créer, en tant que chercheurs et ufologues, des groupes dynamiques et efficaces à travers le monde. Je suis heureux, aujourd'hui, de faire le constat des résultats acquis, car c'est en quelque sorte une nouvelle génération de chercheurs qui s'installe avec mon groupe le Getty, ainsi que la collaboration de M. Yann Vadnet avec son groupe le Garpan. Ainsi, nos groupes respectifs repartiront donc sur de nouvelles bases en s'appuyant sur des fondations déjà anciennes, lancées dans de nouvelles enquêtes de terrain. L'union des efforts tant souhaités par nos collaborateurs se trouve donc sérieusement amorcée grâce à notre action et l'idée d'une coordination des recherches à l'échelle internationale a sérieusement pris corps en 2019. Je regrette seulement que certaines organisations confrères et notamment françaises n'ayant pas pris part à cette ouverture d'esprit. Mais je conserve néanmoins cet espoir pour l'année 2020. D'ailleurs, les résultats obtenus ces dernières années par mon groupe le Getty, au prix d'un travail énorme et de bien des sacrifices pour quelques-uns d'entre nous, viennent nous encourager vivement pour continuer dans la voie que nous nous sommes choisis. Ainsi, cette structure nous permet de compter sur un travail méthodique et efficace. Ceci, nous le devons à nos différents consultants qui font preuve de beaucoup de sérieux et de compétences dans les tâches qui leur ont été attribuées d'accomplir. Je remercie tous nos sympathiques collaborateurs qui ont compris le sens de notre action et qui, comme nous tous, œuvront avec toutes les possibilités qui leur sont offertes, d'une façon spontanée et d'ailleurs entièrement bénévole. Je l'espère, cette nouvelle année marquera un essor sans cesse croissant dans nos activités respectives. Cette année 2020 se doit donc d'être fédératrice pour une meilleure compréhension du public vis-à-vis du phénomène OVNI. C'est d'ailleurs avec ces mots que je me joins avec toute mon équipe le Getty pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2020. Martin Jeantard est un monsieur qui a un doctorat en sciences humaines et informatique. C'est un inventeur de jeux. C'est quelqu'un qui, chaque semaine que vous allez parler à monsieur Jeantard, il va toujours vous parler d'un nouveau sujet qu'il a découvert durant la semaine, des nouvelles idées sur la religion, le monde. On lui laisse la parole. Soyez le bienvenu. Merci, merci. Donc, on m'a demandé d'accélérer, alors j'espère pouvoir aller à une vitesse telle que je pourrai quitter l'attraction terrestre et aller vers l'espace. Qu'est-ce qu'on peut prévoir d'intéressant pour l'ufologie des années 2020 et spécifiquement en rapport avec le Canada? Parce qu'il y a des choses très intéressantes au Canada. D'abord, il y a le phénomène du possible grand dévoilement, ce que les Américains appellent disclosure. Il y a ce livre très intéressant de Richard Dolan, qui est le meilleur historien des ovnis, et d'un certain Bryce Zabel, qui a fait plusieurs documentaires sur les ovnis, parce que le sujet est très intéressant, et qui a commencé à voir que toutes ces histoires qu'il racontait, en fait, reposaient sur des fondements réels. Alors ils se sont posé la question, mais si un jour arrivera cette révélation, comment ça va se passer? Quelles sont les institutions qui vont être affectées et comment? Voilà. Alors, dans la question de ce grand dévoilement, on ne connaît, comme pour le retour du Christ, ni le jour ni l'heure. On pense toujours « ah, c'est bientôt ». Et pendant toute l'histoire des ovnis, énormément de gens ont pensé « il y a tellement de preuves, c'est tellement flagrant » que bientôt le gouvernement devra parler. Et beaucoup de gens, par exemple Larry King à la télévision, il adorait ce sujet, il interviewait souvent des gens, et il se posait toujours la question, mais pourquoi finalement nous cache-t-on ça? Qu'est-ce qu'on nous cache? Évidemment, il y a des choses importantes à cacher, et évidemment aussi, il y aura des effets extraordinairement importants lorsque finalement des gouvernements, et ça pourrait même être Trump pour des raisons spéciales, qui ferait cette annonce. Alors, Richard Dolan dit que le dévoilement
est impossible, parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont en jeu, mais qu'il est inévitable. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que ça n'a pas déjà un petit peu commencé? Certainement, ce ne sera pas un processus facile, ce sera un processus où on devra se battre pour chaque morceau de vérité. Cependant, une fois qu'il sera admis, et peut-être ça a déjà été admis avec les annonces du Nimitz en 2019, si l'attitude générale change et si la recherche sur les ovnis et l'étude des ovnis deviennent des sujets légitimes, ça changera beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout de suite, immédiatement, non. Mais ça veut dire que ce que nous faisons en catimini, en cachette, avec des moyens inexistants, on pourra le faire de manière ouverte et avec une certaine reconnaissance de la société. OK. Alors, deux chercheurs canadiens qui sont très importants pour les ovnis. Je vais vous expliquer pourquoi. Michael Persinger, il est à l'université de Sudbury. Et il a... Non, Michael Persinger. Et lui est un neurologue. Il stimule le cerveau à certains endroits et il fait voir votre ange gardien, Dieu, des visiteurs extraterrestres, n'importe quoi. Il montre qu'en stimulant certaines zones du cerveau, d'une certaine manière, on vous fait voir et toutes sortes de phénomènes, disons, mystiques, paranormaux, etc. Et en même temps, on peut susciter les réactions émotionnelles qui y correspondent. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais au fond, monsieur Persinger, il a expliqué les ovnis. Et si les gens qui veulent faire debunking, qui veulent montrer que tout ça, c'est des phénomènes naturels, pourquoi est-ce qu'on n'approuverait pas les théories de M. Persinger? Surtout qu'il prétend que cette stimulation électrique du cerveau peut venir de certains mouvements de la croûte terrestre, des mouvements piézoélectriques, et que ce serait une explication parfaite. Et le fait qu'on n'a pas du tout soutenu ces recherches, les instances gouvernementales, ça prouve que les puissances, les gens qui ont vraiment la puissance de décision sur le genre de recherche qu'on fait, qui est légitime ou non, ils ne sont pas intéressés même à avoir des explications rationnelles, entre guillemets, des ovnis. Ils sont intéressés à ce qu'on ne parle pas du tout, d'aucune façon, des ovnis, que ça reste marginalisé. Alors moi, personnellement, parce que beaucoup de gens vont dire, bon, voilà... Persinger a expliqué, mysticisme, etc. Regardez la couverture d'un de ses livres où il est ça, les explications de tous les phénomènes religieux et mystiques simplement par des actions du cerveau. Alors moi, personnellement, j'ai aucune raison de penser que l'équipe de M. Persinger pourrait manipuler mon cerveau de manière à ce que je vois des concombres. Mais est-ce que je vais en déduire que les concombres n'existent pas? Vous voyez, le fait qu'on puisse nous faire voir certaines choses ne signifie pas qu'elles ne sont pas réelles. Nous voyons toutes sortes de choses dans les rêves, et beaucoup de ces choses, la majorité, représentent des objets réels, des situations réelles, sauf qu'ils sont, dans les rêves, mélangés d'une manière que nous ne pouvons pas déchiffrer. Un autre chercheur canadien extraordinaire, Julian James, prétendait que nos deux hémisphères correspondaient et que dans le temps, l'hémisphère droite, envoyait des messages à l'autre, l'hémisphère gauche. Et que maintenant, ça ne se fait plus de cette manière-là. Nous sommes devenus comme rationnels. Nous avons dit à l'hémisphère droite, tais-toi. Mais d'après lui, l'hémisphère droite, dans le temps, nous envoyait des messages que nous interprétions comme des messages des dieux. Et en étudiant la Bible, en étudiant les textes d'Homère et d'autres grands écrivains dans le temps, il disait qu'on peut voir historiquement comment les gens sont passés de vivre dans un monde comme les schizophrènes vivent actuellement, où ils entendent des voix, où ils réagissent aux voix qu'ils entendent, à un monde où nous avons, pour toutes sortes de raisons, éteint ces influences de notre cerveau droit. Et peut-être que maintenant, c'est nos tablettes et nos téléphones cellulaires qui remplacent le cerveau droit. Et que nous sommes tellement entourés d'informations qu'on n'a plus besoin et que notre cerveau rejette, en fait, et considère comme pathologiques toutes ces informations qui nous venaient et qui, dans le temps, étaient la base du mysticisme, de la religion
et du fait que pendant très longtemps, les humains pouvaient supporter des conditions très dures, très déplaisantes, parce qu'ils étaient encouragés par ces voix. Et je pense que... Oui, yes. Vous avez une minute, c'est ça. Bon, bah alors je passe rapidement, passe au suivant. Donc je pense qu'on devra refaire l'ufologie du passé, se rendre compte que beaucoup de textes bibliques et autres nous parlaient de Dieu du passé qui était extraterrestre. Il m'apparaît extrêmement important de comparer la manière dont différentes sciences ou approches ou disciplines qui traitent du contact avec des intelligences autres ont résolu leurs problèmes, leurs approches. Il y a l'ufologie, il y a le spiritisme qui s'est très bien constitué au XIXe siècle en France avec Allan Kardec qui a codifié tout ça, c'est-à-dire la psychiatrie. La psychiatrie qui veut être une science, entre guillemets, c'est-à-dire qui veut être matérialiste, ne reconnaît pas ce qu'elle devrait reconnaître, que beaucoup des maladies mentales sont les influences d'esprits, d'entités séparées, comme le spiritisme les utilise, des obsessions. Et on a des cas célèbres, Sibylle, possédée par 16 entités très différentes, par toutes sortes de caractéristiques les unes après les autres. Le livre L'Esprit de Billy Mulligan, où lui était possédé par 24 esprits différents qui alternaient les uns les autres. Et certains, lui, ne savait pas ce que tel ou tel esprit avait fait pendant qu'il était possédé. Un célèbre psychiatre, Van Dusen, sur la base de théorie de Swedenborg, explique comment la psychiatrie peut se renouveler en admettant ça. Et bien entendu, les possessions démoniaques, etc., ben, c'est un bon exemple du fait que l'être humain est parfois sujet à l'influence d'esprits sur lesquels il n'a aucun pouvoir. Merci. Merci, M. Genta. Vous faites bien la boucle avec José Bouillon. On peut voir que certaines personnes partagent leurs idées. Maintenant, on va recevoir une vedette canadienne, nul autre que M. Chris Rutkowski du Canadian UFO Survey. Bonjour du Manitoba. Je m'appelle Christophe Rutkowski et je suis le coordonnateur de la recherche de ufologie recherche BCO Winnipeg. Hello from Winnipeg. My name is Chris Rutkowski, and I am the research coordinator for the Canadian UFO Survey and the organization Ufology Research based in Winnipeg. We're working on the 2019 version of the Canadian UFO Survey right now. A number of colleagues assist me in this, and it's a project that involves collecting data from across Canada from various groups, certainly GARPAN and others, but the idea is to get a snapshot of what is really being seen and reported as UFOs in 1 year from coast to coast. It's a big job, and it's designed to help us gain some insight into the nature of the phenomenon through collecting data such as the time of day when the UFO is seen, the color reported, the shape, the duration, the location. Is there a way that we can talk about the hot spots, if there are any, in Canada? It tells us what areas of the country seem to be more prone. How does that vary through time? As a matter of fact, we've been doing this for more than 31 years now, and we have a very good representative sample. As a matter of fact, more than 20,000 UFO reports in Canada alone since 1989 when the Canadian UFO Survey began, and that's far more than even Project Blue Book had in its database. So it's an interesting project and something that we think is a really good effort to try and understand the nature of the UFO phenomenon, and is only possible through the cooperation of UFO groups. In fact, my hope for 2020 is that there'll be increased cooperation among UFO groups across Canada, and certainly others around the world that record Canadian cases, so that we can get an idea of what it is that people are really seeing. And the importance of the Canadian UFO Survey is that these cases are what really constitute the UFO phenomenon. All the speculation about whether the aliens are grays or blondes or reptilians or mantids or whatever, that's all speculation for the most part. And
it's all based on what people actually see and have recorded to have seen. So that's part of the reason we do this. And in terms of speculation about UFO propulsion and what planet they're from, and whether the craft are spherical or disc-shaped or some sort of amorphous blob, that comes out of the UFO data. So this is the essential foundation part of what the UFO phenomenon is and what ufology really, really is. Just as an aside, people seem to be really focused on tic tacs. It used to be people were focused on orbs, but now it's all tic tacs. People have seen a tic tac in Nova Scotia. They've seen a tic tac in Germany. And what the problem is that shape, the small lozenge shape, or a little cigar football shape, has been reported for many, many years, and there's many variants. In fact, that particular shape is not as common as many other shapes, as we found out through UFO data. But it's interesting that people are focused on that now, despite the fact that that's not the most prevalent shape. So it's a very important work that we're doing, but only doing through the cooperation and assistance of many other researchers across Canada. And I look forward to working with everybody again. I also want to invite everyone who is participating in this conference and discussion to take part in a crowdfunding program. I recently donated my UFO files from the past 30 years and actually beyond to the University of Manitoba Archives. I was asked to do this as part of an effort to record for posterity the historical nature of UFOs and the data that I've gathered. So not only have I donated my library, behind me you can see quite a few books that have yet to make the trip to the to the University of Manitoba Archives, but all of that's going. Some of the shelves are already empty. I've already donated many hundreds of UFO files to the archives. The idea is that this will be a way in which others can use the data in whatever research they want to do in the future. And because it's a crowdfunding campaign, the idea from the archives was to digitize this collection so it'll be available online much in the same way that the National Archives of Canada has digitized a lot of their UFO documents of the order of 8,000 or 9,000. I probably have more than that. In fact, if we just look at the 20,000 UFO documents that I have just from the past 30 years, it's already somewhat more than the National Archives has, and it'll be probably 30,000 if you include all my research papers and so forth. So the idea is that through this campaign, through the University of Manitoba Archives, anyone listening and watching me will be able to participate, and I'm providing the link at which that you can contribute. Even a few dollars will help towards the digitization of all this information, so that the preservation of UFO information and material can be maintained. I thank you. Maintenant, on va recevoir M. Jean Morissette, ufologue indépendant. Vous êtes fin, merci beaucoup. Quoi espérer de l'ufologie dans les années 2020? Premièrement, en premier, souhaitons-nous la paix. Pourquoi? Parce que s'il y a un contact, souhaitons que ce soit en paix et non pas en guerre ou pour nous envahir. Deuxièmement, que nous apprenions notre histoire ufologique, j'oserais dire, par cœur. Parce que on entend tellement de cas ufologiques, mais distorsionnés à travers le temps, à travers la personne qui dit à l'autre, qui dit à l'autre, qui dit à l'autre. Puis finalement, c'est plus la même affaire. On le sait tout, hein, comme enquêteur. On a un cas ufologique extraordinaire que l'on entend dire. Là, tu te rends à la source, mais là, c'est pas ce que le monde disait. L'histoire ufologique, c'est la même affaire, là. Il faut toujours aller à la base. Souhaitons-nous ça. Troisièmement, que le
futur soit garant du passé, dans le sens où ce que les gens connaissent, encore une fois, l'histoire ufologique. Tout le monde parle de Roswell, 1947, wow, le lac Beauport, avec Arthur Matthews, 1941, 6 ans avant. Ça commence à sortir. Il n'y a pas encore grand monde qui le sache, mais ça serait bien que ça sorte mondialement pour dire au monde, hey, Roswell, oui, mais il n'y a pas juste ça. N'oubliez pas que le cas de l'OVNI à Montréal, que je devais parler, mais là, je vais manquer de temps malheureusement. N'oubliez pas que c'est un cas qui est plus probant que les lumières de Phoenix, là. C'est plus probant que l'OVNI, que les lumières de Phoenix. Parce que, je ne sais pas si vous aviez entendu, lorsque j'ai passé à l'émission à Carole, j'avais tout décortiqué le cas de l'OVNI de Montréal, mais avec le rapport de police. Christian Page l'avait mis, ce rapport-là, dans son livre. C'est très bien fait. Mais ça n'avait pas été décortiqué. N'oubliez pas que pendant 2h15 à 2h30, l'objet qui est marqué 13 fois dans le rapport de police, l'objet était vu pendant 2h15, 2h30, sans le nuage. Sans nuage qui est là. Mais tout le monde avait commencé à partir du moment où les photos ont été prises. Non, il y a eu des heures avant ce qui était visible. Tranquillement, lui s'en allait voir ce qui allait se passer. Il ne s'est pas passé grand-chose aussi. Que les enquêteurs sachent qu'il y aura toujours des tôles et du boulon et qu'il y aura toujours des traces au sol ou ailleurs, parce que ce soit quelque chose de physique ou que ce soit des boules de lumière, de matériaux, de immatériels, ça laisse quand même des traces. Et ça, il faut s'en rendre compte. Je souhaite à chaque sceptique convaincu la plus belle observation d'ovnis, de fantômes, de paranormal au monde pour qu'il passe à autre chose. Maintenant, dernière vidéo, mesdames et messieurs, de Michel Duchesne, qui est un Québécois. Bonjour mes amis. Pour tous ceux qui me connaissent, c'est moi, Michel Duchesne, et ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter une très bonne rencontre ici à Québec. Je ne peux y être, mais par le média des vidéos, ça me fait plaisir de vous parler un peu et de m'exprimer sur l'importance de l'ufologie. Comme on sait, l'ufologie nous permet de chercher, faire de la recherche, tenter d'expliquer ce que sont les objets volants non identifiés, ce que nous appelons en français les ovnis. Mais aujourd'hui, ça revêt de nombreuses facettes, en particulier depuis l'arrivée des drones. Donc, si on recherche dans le passé, nous trouvons plus de vérité que maintenant. Maintenant, nous vivons dans une période assez mensongère et de falsification. C'est une période de corruption, une période que l'humanité va chercher tout à l'heure à effacer et à corriger. En fait, ce que je vous donnerai, en principe, c'est un mot d'ordre. Le mot d'ordre serait de chercher le contact, parce que l'humanité est fortement menacée par la diversité qui baisse au niveau des espèces animales. Ça finira par toucher l'espèce humaine elle-même, dont la destruction de notre environnement, qui est fort importante, et la montée des eaux un peu partout dans le monde, sans parler de la banquise antarctique qui fond 6 fois plus rapidement que prévu, ainsi que la probable disparition de la calotte du Groenland. Rechercher le contact nous fera découvrir des moyens d'améliorer l'espèce humaine.
en particulier au niveau de la civilisation que les Allemands avaient découvert durant la Deuxième Guerre mondiale en Antarctique, en établissant des bases secrètes pour développer leur armement et disons, le développement qui s'est suivi, le crash ovni de Freeburg en 1936. J'imagine qu'il faut tout faire pour aller organiser une expédition en Antarctique et si moyen est de ramener ces découvertes qui feront en sorte que l'humain se rapprochera davantage de nos frères de l'espace. Ceci dit, c'est un simple et court message pour vous parler de mon grand projet, qui est une expédition en Antarctique, mais sur plusieurs années. Nous allons commencer par créer, d'ici 1 an, 2 ans, une fondation à cet effet. Et nous allons la développer. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Je sais que moi, je n'ai rien vraiment de préparé parce que tout ça, c'est l'ufologie, le paranormal, c'est quelque chose que je baigne là-dedans depuis que je suis petite. Puis j'aime ça, parler de ça. Puis je trouve que vous êtes une gang. Vraiment, ce soir, là, ça surpasse vraiment tout ce qui est tous les soupers du Garpan. Vraiment, vous avez... il y a vraiment tout du bon monde, du beau monde. Puis en même temps, je sais que vous êtes tous des comme moi. C'est des passionnés. Et voilà. Combien d'entre vous ici qui ont déjà vu, en levant la main, des ovnis? Combien d'entre vous avez déjà vu des êtres qui vous aient semblé peut-être, je vais dire extraterrestres, là, mais humanoïdes? Combien parmi vous ont vécu des contacts depuis avec ces êtres-là? Plus qu'une fois? Contacté, effectivement. C'est d'être contacté. Mais vous voyez, ce genre de choses-là, moi, ça m'intrigue parce que j'en suis une, moi aussi. Je ne l'ai pas dit tellement souvent. J'en ai vu des affaires depuis quand même assez longtemps. J'en ai vu des personnages qui peuvent sembler assez... c'est quand ça t'arrive, tu ne sais pas comment réagir parce que tu ne sais pas d'où ça vient, qui ça vient, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Tu ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, sauf que ça se ressent. Tout, la base est que tu le ressens ici en dedans. Parce que en fait, tout est énergie, connexion ou peu importe, comme on parlait avec justement David après-midi, tout est connecté. Effectivement, c'est relatif selon les gens, la perception des gens. Mais la connexion, des fois, qui va être avec des humanoïdes ou des êtres d'apparence humaine, c'est ça, moi, avec qui j'ai affaire, des apparences humaines, que ça fait 3 fois que je vois des genres de personnages comme ça. À chaque fois que j'ai ce genre de contact-là, c'est comme si c'est normal que c'est ça, c'est là. Puis on ne peut rien y faire, puis, mais ça ne fait pas plus mal parce que j'ai rien. Sinon, c'est un peu ça. Fait que je veux juste que vous sachiez que n'ayez pas peur si ça vient qu'arriver, parce qu'il y en a que ça peut être traumatisant, des nouvelles expériences. Mais je pense que s'il y aurait à avoir du mal, ça aurait été fait depuis longtemps, à mon avis. Puis il y a des phénomènes comme, je dirais, on ne sait pas d'où ça vient, si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est intraterrestre ou supra ou d'une autre dimension qui est parallèle à la nôtre, qui est une probabilité beaucoup plus élevée tant qu'à moi. Je ne sais pas si Richard Glenn dirait la même chose que moi. Vous savez, ces choses-là, moi, je ne parle pas de ça à la radio tout le temps. Je ne dis pas tout ce qui m'arrive parce que probablement qu'il y en a qui vont changer de poste, peut-être. Ils vont dire c'était une maudite folle, pour vrai. C'est ça, le temps d'écoute, c'est ça, exactement. Puis, bon, dans le fond, c'est pour moi, ces choses-là, ça fait partie de la vie. C'est normal, comme Richard, c'est ça que je voulais te dire pendant que je viens de voir que tu es revenu. La dimension parallèle, est-ce que tu es vraiment du même avis que moi sur ce côté-là? Des dimensions parallèles à la nôtre qui se croisent. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parallèles, mais qui se touchent. Interreliés. Ta théorie à toi. J'aimerais ça que...
Ben oui donc, amène ta peau ici, là. On va jaser. Ma vieille peau. 74 ans cette semaine. C'est la vieille peau. Mais oui, tu parlais de parallèles qui se croisent. J'avais de la misère à comprendre. Les dimensions parallèles. Oui. Au nôtre. Oui, c'est beau son titre. Mais est-ce que pour toi, la réalité ovni extraterrestre... C'est nous qui croisons les dimensions parallèles. C'est nous qui croisons les dimensions parallèles. Est-ce que d'après toi, les dimensions qui se... Ben, tu dis qu'on croise, mais elles sont pour eux... parallèles. Elles vivent à différentes fréquences et on n'est pas dans les dimensions. Nous, on traverse les dimensions comme il y en a de eux autres qui nous traversent à l'occasion. Bon, moi, ce que je dis, c'est que... C'est pour ça que tu es très bien avec ton titre, Zone parallèle. Parce qu'avec une émission de radio et de télévision aussi, parce que ça est filmé sur Internet, c'est une occasion des gens d'entendre des gens, pas seulement les entendre, mais aussi les voir. Et peut-être par la réflexion, ils captent des choses qui viennent de d'autres dimensions. À partir de là, on commence à parler d'autre chose que de l'ufologie de terrain, de notre symbole, tout ça. Parce qu'il faut que ça donne un sens, toute cette démarche-là. Exactement. Puis c'est ça que je disais tantôt, il ne faut pas avoir peur J'ai peur qu'on tourne en rond, les autres tournent en rond. Pour l'instant, là, oui, on tourne en rond. Mais j'ai demandé à un ufologue tantôt de France, qui est déjà dans le futur, parce que lui, il était déjà demain. Tu comprends? Oui. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez d'eux autres? Il n'était pas capable de me répondre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne comprend pas le français. Les autres, ils parlent de parking, hein, au lieu de stationnement, de week-end au lieu de fin de semaine. Alors, il y a un autre langage, me semble-t-il. Mais tu vois, le monde parallèle peut exister à travers des gens qui utilisent la même langue. Qui ont de la misère à capter. Comment peut-on capter des extraterrestres? Mais tu sais que... Alors là, il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire. J'avais une idée derrière la tête. Est-ce que des gens comme vous qui avez levé la main tantôt en majorité, qui ont vu des ovnis, levez la main ceux qui croient que ça existe des êtres, appelons-les extraterrestres pour faire ça large. Moi, je dirais plutôt qui sait et non qui croit. Oui, bien, il y en a qui le savent parce qu'ils l'ont vécu, mais d'autres qui le croient. Ça peut commencer par une croyance, c'est pas mauvais. Là. Et puis, ça peut être une foi aussi. Mais là, attention, je vous attrape, là, il y a un piège. OK, ça me fait passer Jean-René Dufort avec le gros laboratoire. On vous parle de quelque chose, mais on attend quelque chose d'autre, puis là, on va réagir. Ceux qui disent ou qui pensent que ces êtres-là peuvent communiquer par télépathie avec nous, belle envie. Rends-tu compte que c'est la majorité? Oui. Je crois deux mêmes. Ah oui, deux-mêmes. Bon. Alors, quand est-ce que les gens vont commencer à se rendre compte que si ces êtres communiquent par télépathie avec des humains, qu'est-ce qu'on attend en ufologie pour communiquer, nous, vers eux? Eux n'attendent que ça, au lieu de courir après des traces. On est en 2020. On est en 2020. Alors, maintenant, on va passer au prochain. Ce sera M. Jean-François Primont. Ton dossier. Bonjour tout le monde, ça va bien? Attends. Oui, monsieur. Oui. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est du travail organiser un souper ufologique? Oui. Parfait, en espérant que vous allez apprécier votre soirée ce soir. Parfait. Donc, première des choses, merci Yann pour m'avoir invité, parce que je suis un ancien du groupe du GAPA et j'ai fondé ma propre association, si on veut. C'est touché, hein, le phénomène OVNI. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Et avant de comprendre ou de faire une certaine conclusion sur le phénomène, il serait important de savoir deux choses. Un, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? C'est à quoi qu'on est confronté sur le terrain? Et après ça, essayer de comprendre le phénomène d'un aspect humain. Première des choses, nous sommes
l'Agence de développement et d'intervention sur les phénomènes aérospatiaux de nature variable. Donc, on a une équipe du CRSS sur le terrain et j'ai une division aussi au Burkina Faso pour collecter des données. Donc, merci Mathieu qui fait un énorme travail avec nous. Donc, ça, c'est notre travail sur le terrain. On commence par reviser aussi l'aspect de disponibilité des données. Très important. Ce n'est pas juste une question de collaborer ensemble, c'est une question de rendre le dossier accessible pour d'autres groupes, pour faire une revision sur le dossier en tant que tel. C'est très important. Si on va avoir de la bonne donnée, il faut que quelqu'un sache comment le travailler. Je suis pour partager l'information et j'invite Yann à critiquer mes dossiers pour être capable d'avoir quelque chose de bien. Parfois, on est appelé aussi à faire de longues heures sur le terrain. Donc, je présente mon partenaire. C'est mon partenaire de sécurité. On travaille ensemble en investigation et en sécurité aussi. Voilà. Ça incite aussi qu'on passe beaucoup de temps dans les archives. D'ailleurs, c'est mon collègue qui travaille sur le cas de la place Bonaventure qu'on va vous présenter le 7 novembre prochain. C'est beaucoup de temps aussi sur le terrain. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cas où on documente? Donc, ça prend toute une panoplie de marqueurs au sol pour être capable de prendre des très bonnes données statistiques. Il en va aussi de même pour documenter un site, parce que si vos enfants plus tard reprennent mes données puis veulent se rendre sur le site, on doit être capable de le faire grâce à un GPS. Ça peut arriver aussi qu'on travaille de nuit sous la pluie, dans la boîte et dans les marées. Donc, il faut s'adapter à notre terrain le plus possible. Donc, que ce soit un crash d'OVNI, que ce soit un humanoïde qui marche, on doit avoir un aspect de toujours regarder qu'est-ce qui est arrivé sur le cas. Ça implique aussi qu'on passe beaucoup de temps à faire des sketchs de terrain. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on regarde? Okay. On regarde une trace au sol. Le phénomène peut être gros, comme Sainte-Marie-de-Mont-Noir, mais avec le temps, le phénomène évolue et change. Donc, on n'a plus des cercles de 60 pieds, de 30 pieds, de 25 pieds ou de 12 pieds. Des fois, ça peut faire 1 mètre. Et présentement, on a calculé des traces aussi gros que des ballons de plage. Parfois, ça se vitrifie. Le sable se transforme. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de données-là? Bien sûr, Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Oui. Excusez-moi. Ici, c'est un cas de trace au sol célèbre du Canada. Ça s'est passé en Ontario. Quelle ville encore? Mais c'est la personne qui a investigué ce cas-ci. Il y avait eu des lumières qui avaient été vues. C'est notre prochain invité, Michel Deschamps, dans 3 minutes. Ah, bon, bien, parfait. Excellent. Donc, vous voyez, de travailler sur des cas puis de se les partager, c'est toujours assez important. Quand ça fait plus de 30 ans, on doit éventuellement essayer de trouver où est-ce qu'a été la trace. Ça implique beaucoup, beaucoup de travail. Faire des marqueurs. Ça implique aussi reprendre des échantillons pour essayer de comprendre est-ce que la radioactivité dure dans le temps. Et là, excusez-moi, Carole, ça te rappelle des souvenirs. Pourquoi, Carole? Parce que... Pourquoi? Parce que la porte, le cas de Carole, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on s'échange les données. C'est ça qu'on veut faire. Parlant de boules lumineuses, on en a vu une panoplie aujourd'hui. D'où l'importance, merci à Jean-Marie Sette pour ce super cadeau. Tantôt, je parlais des prismes, être capable d'analyser la donnée par rapport à la lumière, très important. Ça nous donne aussi de l'information, à savoir avec quoi qu'on gère. Merci à M. Jean-Pierre Petit du Infosciences. Ça, il faut développer ces technologies-là pour le futur. Il faut le promouvoir, il faut les pratiquer, il faut en sortir des conclusions beaucoup plus de ce qu'on a là. Autrement, le travail de terrain ne vaut rien. On peut continuer à regarder rapidement. Lumière, si on peut prendre une photo grâce à ces prismes-là, et voici la signature lumineuse. Donc, on voit, chaque couleur correspond à une certaine donnée. Donc, imaginez envoyer ça en France,
une demi-heure, ça revient et j'ai mon information instantanément. Imaginez le temps qu'on va sauver avec le témoin si on roule comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une famille avec 2 enfants qui observent ces boules lumineuses-là. Et une des 2 boules va descendre. Donc, vous voyez que le phénomène peut être très complexe. On peut mélanger à ça des enlèvements extraterrestres ou humanoïdes. Donc, en tant qu'enquêteur, rapidement, Jacques Vallée, en 1975, avait dit ceci, et je le cite. « La dimension psychique des ovnis. La clé de compréhension du phénomène ovni réside dans les effets physiques qu'il produit ou dans le changement de conscience psychique qu'il peut faciliter chez ceux qui l'observent. Leur vie est changée profondément et ils développent des talents étranges dont ils ne maîtrisent pas aisément les conséquences psychologiques. Ils sont influencés sur la créativité et l'inspiration à long terme de l'homme est probablement très grande. Le fait que nous n'avons aucun élément ou méthode scientifique pour analyser cette influence psychique n'est qu'une nouvelle preuve du phénomène, du fait que nous savons bien peu de choses sur notre vie psychique. C'est un triste commentaire de notre connaissance sur l'état de l'esprit humain. Votre clé est votre témoin. Votre expérience, peu importe qu'est-ce qu'il est, va évoluer sur les prochaines années. Et le travail d'un enquêteur, c'est non seulement de faire du travail de terrain du mieux qu'il peut, mais c'est de suivre son témoin sur au moins 5 ans pour l'aider et l'accompagner dans sa propre analyse et sa propre compréhension de son expérience à lui. Et c'est vers là que l'ufologie 2020 doit se diriger. Voilà. Nous allons maintenant recevoir Michel Deschamps d'une organisation ontarienne. C'est une des rares fois qu'il est invité au Québec. Alors, Michel, je le suis depuis longtemps. Son site, c'est le NOUFOR, N-O-U-F-O-R-S. Je vous le montre dans un instant. C'est un site bien rempli, anglais et français, où on trouve beaucoup de données sur l'ufologie canadienne. Michel habite à Sudbury, me semble bien, en Ontario. Vous voulez qu'on l'appelle? Bonjour Michel. Oui, allô? Salut. Alors, on vous reçoit 5 sur 5. Comment allez-vous? Pas pire du tout. Dites-nous comment ça va et qu'est-ce que vous faites en ufologie cette année puis les dernières années? Je travaille surtout sur mon site web. Le NOUFOR. Oui, NOUFOR. Oui. C'est un acronyme pour des mots anglais, là, nord-ontarien, mais c'est ça. J'essaie de faire le plus possible un site bilingue, mais étant donné que la terminologie est surtout en anglais, puis là, la langue internationale étant l'anglais, ben j'ai plus là, au côté de l'anglais que le français, malgré que si je pouvais me trouver un traducteur qui pourrait prendre les pages une fois, une à la fois, puis les traduire de l'anglais au français, ben ça irait encore mieux, là, mais quand tu as au-dessus de 1400 pages, là, c'est une grosse job, là. Au fait, est-ce que c'est possible que tu partes ta caméra pour qu'on puisse te voir? Si c'est prévu. Ben là, c'est mon cellulaire qui sonnait, mais je pensais que ça serait été mon Skype sur mon ordinateur. OK, c'est pas grave, mais dis-nous, c'est quoi tes projets ufologiques? Puis toi, qu'est-ce que tu t'attends pour l'ufologie des années 2020? Un instant. Ça serait de continuer à... Ben là, je travaillais sur les documents, les dossiers Blue Book, mais là, j'ai eu un obstacle là, avec les années 1950. Alors là, j'étais en train d'attaquer les années 60 parce que je voulais faire sûr que mon site devienne un troisième repositoire de ces dossiers-là, au lieu d'avoir sur un site où ce que les choses ont tendance à disparaître. Je voulais être un troisième endroit où les gens pourraient avoir accès à ces documents-là, parce que c'est des documents qui appartiennent au domaine public.
Oui, Puis, c'est ça. un Sur ton éco- site, tu un ramasses ouais. beaucoup de tes propres cas, mais je sais aussi que tu ramasses des archives comme du gouvernement canadien, des archives du projet Blue Book, puis tu les rends plus accessibles sur ton site? Oui, oui, mais aussi mon autre intérêt, c'est de récupérer des observations d'OVNI que les gens ont faites des années passées ou des années récentes, puis avoir une entrevue, mais au moins un compte rendu de leur rapport en filière MP3. Là, comme ça, je peux mettre les MP3 sur mon site web, puis les gens préfèrent écouter la voix même de ceux qui ont observé l'objet directement. Compris. Comment vois-tu l'ufologie canadienne dans les prochaines années? Si ça peut continuer comme ça a fait jusqu'à date, là, avec des sondages plus approfondis, au moins, si c'est plus accepté à ce que ça l'était il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans, peut-être que les gens vont être moins résistants au fait de prendre le téléphone puis de contacter les gens puis faire le rapport. C'est sûr qu'on a manqué plusieurs rapports les années passées, puis j'espère que ça s'améliore dans ce cas-là. Parce que, en étant donné que les ovnis sont finalement acceptés comme étant réels depuis l'année 2019, ben là, quand que je vois des gens qui rient encore des ovnis, ben là, je suis sûr de leur les informer que c'est plus du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Puis là, je peux leur présenter les cas qui ont été véridiques, puis que ce soit par l'armée, n'importe quelle branche de l'armée ou les civils. Parce que je dis toujours que là, ils parlent surtout juste des observations faites par les militaires, les ex-militaires, mais les observations faites par les civils sont encore en plus grand nombre mondial que quand ça vient juste des observations faites par des officiers militaires. Alors, le monde, faut qu'il réalise ça, puis j'imagine qu'une fois qu'ils vont avoir retirer autant d'informations sur les observations faites par les ex-militaires, ben là, ils vont pouvoir se revirer de bord et dire, ben OK, on va en parler aux gens ordinaires là, qui ont vu plusieurs affaires les années passées. Qui ne connaît pas Jean Deflore, levez la main. Bon, quelques-uns, on va le présenter alors. C'est, il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est l'invité le plus populaire de l'émission Richard Glenn. Chaque fois qu'il le fait, il pète tous les scores. Alors, quand tu fais ces émissions-là, est-ce que tu te prépares longtemps à l'avance ou c'est parce que tu parles des sujets mondiaux? En fait, j'ai commencé à collaborer, je pense, autour de 2012 avec Richard, occasionnellement. Et puis, bien, c'était plus préparé, pour te dire franchement, mes interventions, comme elles étaient moins fréquentes, mais avec la fréquence qui a augmenté, eh bien, je vais plus de façon spontanée maintenant. Parce que tu connais excessivement bien tes sujets internationaux, la politique, l'économie. Toi, tu as quel genre de formation pour parler de ça? C'est drôle parce que la vie, des fois, ça ne nous amène pas où on penserait. Hein? Maintenant, on va entendre Jean Deflore sur la thématique de ce soir. Quoi espérer de l'ufologie des années 2020? C'est parti. Moi, Yann, merci de me donner la parole, premièrement, et j'apprécie. Ce que je perçois en ce moment, bien, c'est un peu plate à vous dire, là, mais je pense que c'est le début de la fin des ufologues. Pourquoi je vous dis ça? C'est que... Et Yann en est un très bon exemple de ce qui est le début de la fin, mais aussi le commencement de quelque chose de nouveau. Avec la confirmation qui a cours depuis 2018, alors que les vidéos du fameux Nimitz qu'on a parlé tout à l'heure ont été finalement confirmées. Donc, on ne parle plus de disclosure, de dévoilement. On voit un changement de paradigme dans tout le phénomène. Et moi, ce que j'ai toujours aimé de la démarche de Yann, il a une formation universitaire et il l'applique dans sa démarche ufologique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit un peu partout comme tendance au niveau international. Exemple, cette semaine, la Chambre aux États-Unis votait un budget
pour ce qu'on en appelait autrefois la modification du climat par l'épandage, là, les fameux chemtrails. Bon, on appelle ça quoi? L'épandage, hein, l'épandage stratosphérique. Donc, il y a un nouveau langage qui est en train d'émerger pour donner crédibilité à tout le phénomène. Et c'est ce qui, les gens dans la mouvance de Yann amènent cette crédibilité qui autrefois, les gens qu'on disait contacter, on dénigrait parce qu'on cherchait à cacher l'information. Mais en révélant cette information, en la rendant publique, qu'est-ce que la secrétaire de la Force aérienne des États-Unis a dit il y a quelques semaines? C'est elle, la civile la plus élevée en rang. Ils ont comme un ministre, un secrétaire aux États-Unis, c'est comme un ministre. Elle a dit il est urgent de dévoiler les nouvelles technologies que l'on a en notre possession. Et qu'est-ce qu'un général, un major, si je me souviens bien, qui était à la retraite également, le lieutenant-major ou je ne sais plus exactement son titre, mais on pourra le retrouver, a dit dans la même semaine, et ce n'était pas une coïncidence, il a dit nous avons des technologies, il avait dit sur la planche à dessin, qui nous permettent de nous déplacer d'un coin de la planète, d'un bout de la planète à l'autre en moins d'1 heure. Alors là, on parle vraiment de confirmation. Il y a un changement de paradigme. C'est ça qui est important de se rappeler pour 2020, c'est qu'on change et les gens qui vont étudier le phénomène, ça sera des gens de formation très pointus. Des psychiatres vont commencer à s'y intéresser, des ingénieurs de tout acabit. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu également dernièrement? Bien, vous savez, il y a 1 an et demi, on riait de Donald Trump puis qu'elle a créé de Space Force. Hein? C'est quoi? Comme des bandes dessinées. On disait c'est de la foutaise. Eh bien, la semaine dernière, après avoir été créé officiellement avant la fin de l'année 2019, la semaine dernière, ils ont dévoilé le fameux logo de Space Force, la patch qu'ils mettent sur l'uniforme. Alors, qui est d'ailleurs inspiré non pas de Star Trek, mais de l'ancien Space Command. OK, vous irez voir sur Internet, Space Command Patch, puis vous allez voir le logo, qui est celui dont a été vraiment inspiré le présent logo de Space Force. Donc, si on voit là, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu une accélération du phénomène. En même temps qu'il y a une accélération du phénomène, il y a comme un déplacement. Ce ne sont plus les ufologues qui sont au premier plan, mais plutôt les universitaires. Et pour ça, encore une fois, bravo Yann, parce que tu as comme vu juste dans la direction. Et ce qu'on a vu avec le dernier intervenant, par la création des archives avec une université également. Autrefois, les universités n'étaient pas impliquées dans le processus. Et c'est encore une fois une démonstration qu'il y a un changement, parce que la recherche militaire et scientifique est faite presque tout le temps conjointement avec des universités. Alors, il y a... Oui. Oui. Alors, donc, en gros, c'est ce que je voulais vous pointer pour l'orientation de 2020 et au-delà. Et peut-être le dernier message que je voudrais vous laisser, c'est nous sommes plusieurs. Même si on se sent isolé quand on est chez nous, avec nos expériences personnelles, sachez que nous sommes des millions. Et c'est le message le plus important que j'ai à vous livrer. Et le deuxième, c'est en quoi ça vous a changé et qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien avec ce changement. Merci. Mais ce soir aussi, on a vu que les gens ne partagent pas les mêmes opinions. Et puis, quelle surprise nous attend? Alors, je vais aborder un sujet court, là.
il y a beaucoup de choses qui sont dites par plusieurs et dont j'ai certaines réponses. Maintenant, il y en a une que ce n'est pas une réponse d'une question, mais c'est un endroit où j'aimerais aboutir dans une plus ample information. Et ça touche même ici tout le monde, puisque vous participez à la construction de ce dont je veux expliquer un jour. En fait, toute la création humaine sur Terre, avec l'humanité, fonctionne par des procédés de création d'égrégores. Forme pensée plus individuelle, mais quand il y a beaucoup de gens qui pensent les mêmes affaires, qui font les mêmes choses, qui sont dans les mêmes projets, on appelle ça un égrégore. Or, tout fonctionne par égrégore dans l'humanité. Aussi bien les religions, la chasse, quand on parle de la fièvre de la chasse, c'est un égrégore qui agit. Et les gens y répondent. Mais c'est la même chose pour tout. Le hockey. Bon. Mais tout ce que c'est qu'on imagine, qu'on pense collectivement, les habitudes, ça crée des formes, des égrégores collectifs qui ensuite induisent sur tout le monde et qui incitent à les faire perdurer dans le temps. Dans le monde éthérique, il y a des êtres qui n'ont pas de libre arbitre, mais qui sont à construire tout ce que les humains pensent, veulent faire, les projets, etc. Or, ces êtres-là fabriquent ce qu'on veut qu'ils fabriquent. Ils ont la responsabilité commune avec les humains, mais ils n'ont pas le libre arbitre, mais ils construisent pareil. Mais dans leur construction, il y a un élément de continuité et de répétition qui fait que si on veut ensuite défaire, bien là, il y a de l'opposition. Puis il peut y avoir des guerres. C'est à l'effet que dans le monde occulte, des sciences occultes, la magie blanche occulte, il y a des procédés pour dissoudre des égrégores qui sont plus utiles, qui ne sont plus utiles pour l'évolution de l'humanité. Parce qu'on passe de cycle en cycle, etc. Bon, notre humanité a fini de descendre et on a dernièrement commencé à remonter. Il y a de l'énergie qui peut être utilisée, que je ne vous expliquerai pas ce soir, mais pour dissoudre tout le passé qui inclut le karma de nos vies antérieures, aussi bien personnel que collectif. Et ça on peut agir, on a la capacité d'agir en tant qu'individu, que groupe d'individus, sur tout le cosmos, la galaxie, les autres planètes, le système solaire, etc. Donc, cette énergie, qui est la flamme violette, là, si vous voulez avoir une idée précise, qui sert à dissoudre ce qui est le passé. Bon, la flamme bleue, c'est pour actuel, pour la vie présente. Mais, quand on utilise ça sérieusement, puis qu'on a, à un moment donné, de l'effet, bien, il se passe ce qui se passe actuellement. Mais le changement d'égrégore collectif qu'on se fabrique, vous, ici, vous êtes en train d'en fabriquer un qui concerne l'ufologie. Mais ça, c'est une construction. Et plus il y a de monde, plus il y a d'énergie humaine là-dedans, plus ça va à se développer. Puis avec Richard, on peut atteindre un niveau encore plus haut. Merci Jacques Fortier. D'une certaine façon, Jacques a pris la relève carrément de René Chabot. Ben oui, ça parlait des mêmes choses. Maintenant, pour la fin, il a passé tout à l'heure, mais c'était pas son discours préparé. Maintenant, on va le recevoir les bras grands ouverts, et puis tu as tout ton temps pour faire le discours que tu avais prévu, Richard. Alors, c'est le pionnier, on l'a réservé pour la fin. Monsieur Richard Glenn. Merci. Merci, Carole, de m'avoir invité à l'émission ce matin. Ça fait une belle journée. Ça a bien commencé avec l'égrégore de Carole de l'émission Zone Parallèle. Et puis, merci, Yann, d'avoir pensé à me mettre dans le groupe. Je remercie M. Yanta, qui va être un de mes invités conférenciers
le samedi de la fin de semaine de Pâques. Je fais 2 congrès par année. Un, le samedi de la fin de semaine de Pâques et un, le samedi de la fin de semaine de l'Action de grâce. À tous les ans depuis une dizaine d'années. Et là, il me reste seulement 3 ans, donc il me reste 6 congrès. 2 en 2020, 2 en 2021, 2 en 2022. Parce qu'en 2023, tout va s'être passé avant Pâques de 2023. D'où je tiens ça? Parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir. Qu'est-ce qui va arriver en 2023? Puis etc. C'est-tu la fin du monde? Puis c'est-tu les 3 jours de noirceur? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je suis tout petit, on m'avait informé de certains éléments. Et j'ai déjà, dans mes émissions, demandé est-ce que vous aimeriez savoir les punchs d'un film avant d'aller le voir au cinéma? Je me suis servi de La Guerre des étoiles. Là, je pourrais me servir de la série Messiah de Netflix. Levez la main ceux qui savent c'est quoi la série Messiah? Bon, OK. Et ceux qui ne l'ont pas vu, aimeriez-vous que je vous dise qu'est-ce qui se passe dans cette série-là et comment ça finit? Toutes les réponses sont bonnes. Mais, toutes les réponses sont bonnes. Elles sont individuelles et personnelles. C'est cette attitude qu'il faut avoir face au phénomène extraterrestre. Tu n'es pas là pour être obligé de demander une manière ou que c'est celle-là ou c'est pas celle-là. C'est chacun selon son attitude, Et je dirais qu'avant la naissance, tu as un plan de vie à venir vivre ici sur Terre. Et j'ai l'impression que bien souvent, les gens qui disent « Non, 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 parle-moi pas du film, je veux rien savoir, je vais le vivre quand je vais être dans la salle, tu vas vivre ta vie quand tu vas être incarné et tu ne sauras pas comment ça finit. » Moi, quand j'étais petit, ils m'ont dit « Veux-tu savoir ton plan de vie? » J'hésitais, puis je tournais en rond, puis à un moment donné, il y en a un qui était né, il me dit « Ben, branche-toi là. » Ouais. Ben, j'ai dit « Ça finit-tu bien? » Ils se sont regardés, ils ont souri. C'est un peu comme si tu veux savoir la fin d'un film. Si le film finit en queue de poisson, ou si le héros que tu aimes bien, il va mourir, puis ça vient de finir, tu n'as peut-être pas le goût de voir le film. Ou tu te dis, je le sais que ça finit comme ça, mais on va regarder le film pareil parce qu'on est obligé de subir notre vie quand même. Alors, je me dis, tu viens de répondre à toi-même. Si tu ne veux pas connaître l'histoire d'un film, c'est que tu ne veux pas savoir ta vie qui s'en vient. Tu ne veux pas connaître ton karma. Pour le phénomène extraterrestre, ils sont là à nous observer. Comme on observe des animaux, comme on observe des fourmis, comme on observe... Parce qu'ils sont rendus là. Et nous, on est encore les 2 pieds sur terre. Il y en a qui montent en montant dans les arbres. Il y en a qui montent en montant de montagne. Mais il reste encore les 2 pieds sur terre. On a, depuis quelques années, des gens qui se lancent même pas en parachute, là, tu sais, là, des espèces de souris, d'écureuils volants, là, tu sais, là, des costumes, là, tu t'étends, là, puis tu te laisses aller, là, tu descends à toute vitesse dans l'air, puis tu ne pourras pas, rendu à la fin, habituellement, ils ouvrent le parachute, puis là, ils vont atterrir. Dans toute l'humanité, il y en a un qui a été filmé par une caméra, qui est sur YouTube. Là, je ne l'ai pas choisi, on ne l'a pas mis. Là. Lui, il s'est dit, une minute, là, on arrive à une très, très haute vitesse, mais on est capable, quand on prend de la vitesse, de ralentir en cambrant pour que l'air nous ralentisse, pas arrêter, mais presque. Vous connaissez l'histoire des bungees, là? Tu sais, tu tombes là, d'un bungee, là, l'élastique qui s'étire, puis à un moment donné, il remonte. Il y a un gars à Las Vegas, sur le bord d'un hôtel, il y avait une tour qui était préparée pour lui avec un tremplin. Il se lance avec un bungee, il arrive en bas, il se détache, le spring remonte en haut. Il était atterri, les 2 pieds sur terre. Il faut avoir du guts en tabarouette. Parce qu'il faut que l'élastique soit assez long pour que tu ailles presque toucher le sol. Il a arrêté à 2-3 pieds du sol, puis l'élastique est reparti. Mais dans la fraction de seconde qui était rendu là, il a fait clic, puis il s'est décroché. Le harnais est reparti dans les airs.
combien il y en a qui ont essayé, ils se sont écrasés. Et l'autre, il a décidé de se lancer en costume comme ça, puis il est arrivé au-dessus d'un lac. Il a frôlé l'eau, il a glissé sur l'eau et il a atterri. Il y a des gens avec des chaloupes, des yachts, qui sont allés le chercher. Il était lancé d'en haut sans jamais ouvrir son parachute, puis il ne s'est pas tué. Il y a des gens qui, avec le phénomène extraterrestre, sont prêts à tout risquer. Leur fortune, leur crédibilité, leur équilibre psychologique et, j'aurais dit, psychiatrique, pour se dire, moi, là, je veux absolument être mis en rapport avec ces êtres-là. Mais ces êtres, il faut faire attention, il y a des ufologues qui sont clairs là-dessus. Il n'y a pas rien qu'une race, une espèce. Fais attention à qui tu parles pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Et j'en ai amené des gens rencontrer ces êtres-là, en particulier au Mont-Saint-Hilaire, un directeur d'une grosse compagnie d'assurance qui est installée à Montréal, dans une grosse bâtisse très, très connue, et qui a été plus que témoin. Il a vu l'OVNI, il m'a appelé, il m'a demandé, il dit « Glenn, il y a quelque chose qui se passe en montagne. » J'ai fait le contact, j'ai vu que oui, il était là. On a pris un auto, on est allé de l'autre côté. On a marché dans un sentier, puis je l'ai amené jusqu'à ce qu'il soit rendu là. Et quand il est rendu là, il voit les êtres qui le regardent, ou à peu près comme de la distance d'ici au coin de la salle ici. Puis là, il tombe en crise. Il tremble, il est tout croche. Là, je dis, écoute, c'est assez, viens-t'en, c'est assez. Des gens que je connais de ma famille, habitués à des phénomènes qui se produisent. Il y avait dans le temps des Dunkin' Donuts, des beignes sur la table. Alors, on attendait le rendez-vous qui était pour être passé minuit et demi, 1h du matin. Et quand l'OVNI est arrivé au-dessus de la maison, la vibration... Alors, je leur dis, ils viennent d'arriver, tout le monde l'entendait très bien. On était 4-5, là, pas très nombreux. Mon plus vieux, il dormait, lui. Stéphane dormait dans le salon. Et là, on entend des pas sur le toit. Une femme de notre groupe qui était habituée d'en entendre parler très régulièrement. Je recevais des ufologues à la maison. On parlait des traces, on parlait des témoignages. Elle a pris les beignes, puis la pâte des beignes, qui était des beignes fourrés à la crème, là, ça y sortait entre les doigts, là. Non, je ne veux pas y voir, je ne veux pas y voir. Quand je vous disais cet après-midi, faites une prière, envoyez une télépathie vers ces êtres-là. Le phénomène extraterrestre, ce n'est pas donné à tout le monde de le vivre. Comme ce n'est pas donné à tout le monde de connaître l'histoire d'un film avant de le voir. Pour certains, ça les déçoit, ça les déprime, ça les dérègle, ça les désorganise. Ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants, j'en ai connu un comme ça, parti. Sac à dos, là, ça c'est bon pour les ados. Quand tu n'es plus un ado, mais pas un sac à dos. Ils ont quitté... Ben oui, des sacs à dos. Ils appellent ça des sacs à dos. C'est comme l'âge d'or. Tu sais, les vieux de l'âge d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Ah oui, il est dans l'âge d'or. Il dort bien souvent. La langue, là, elle sert vraiment à passer des messages à toutes sortes de niveaux. Et c'est ça qui est agréable dans l'égrégore dont tu parlais tantôt. C'est ça, des gens qui se parlent, puis à un niveau que... C'est drôle, les choses passent, puis des choses... trépasse. Le Messie, Nahash en hébreu, Machia. Machia, ça veut dire le Messie. Et Nahash, ça veut dire le serpent du paradis terrestre. On parle des reptiliens qui sont venus tenter Adam et Ève. Et finalement, c'était pour acquérir l'intelligence. Si on n'avait pas eu cette tentation, si on n'avait pas mangé du fruit de l'arbre, de la science, du bien et du mal, on n'aurait pas acquis le degré d'intelligence qu'on a. Arrive maintenant le Messie, qui arrive, lui, avec le Paraclet, l'Esprit Saint,
qui, lui, au-delà de l'intelligence, amène la conscience. Mais on dit bien conscience, avec la science. Les sceptiques, là, c'est leur problème. Sauf qu'ils se défendent souvent avec des principes, des préceptes scientifiques. Quand tu veux être contacté, il faut que tu sois très scientifique. La science de base est la première de toutes. Connais-toi toi-même. Après, tu connaîtras l'univers et les dieux. On enseigne dans les écoles l'univers et les dieux. On évite de parler de tout ce qui concerne l'être, en particulier sa sexualité, en particulier sa psychologie, qu'on appellera la métapsychologie. Quelqu'un m'a demandé un jour, d'ailleurs un psychiatre m'a demandé carrément, M. Glenn, là, avec tous vos trucs de soucoupe volante, là, vous parlez de métapsychologie. Dites-moi non, ça veut dire quoi, votre métapsychologie? Je savais qu'un jour, ça arriverait. Connaître ton plan de vie, ton document akashique, ton dharma et ton karma. Connaître tes incarnations précédentes, connaître tes incarnations probables à venir selon. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu vas devenir quoi? Ingénieur? Peut-être. Peut-être médecin, peut-être avocat. Ça dépend. Mais on sait que tu es capable de ça, cet éventail-là. Quand tu seras décédé, tu rends tes comptes. Ta vie, ça a été ça. Et on ne te demande pas si tu as des diplômes universitaires, on ne te demande pas si tu as une fortune en argent, on te demande juste qu'est-ce que tu as fait pour les autres. Car l'autre, c'est toi-même. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. Ce que tu fais au plus simple des tiens, c'est à toi que tu le fais. Et c'était un beau message cosmique. J'ai très hâte d'entendre M. Yanta à mon congrès le samedi 11 avril, le samedi saint de Pâques cette année. Il nous prépare une conférence pour justement faire le pont entre les religions du livre, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islamisme, et la spiritualité, qui, elle, nous amène à une connexion avec le monde de l'esprit. Alors, si on peut regarder... Oui, ça, c'est le studio actuellement, là, pour les émissions des tables rondes. Elle est là, la table ronde depuis des années. Une chaise vide, la présence d'un être extraterrestre. On s'amuse? Oui, mais l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce que j'ai pourtant osé, par exemple, c'est de me présenter chez lui. Puis aujourd'hui, j'ai le UFO 601 de fête avec Richard, le UFO 701, les événements avec Yann, tout ce qui m'écœurait que je n'étais pas capable de voir ou d'écouter par moi-même pour apprendre, pour me développer, aujourd'hui, j'en suis un artisan. Pas parce que j'ai quelque chose d'important à communiquer aux autres, mais je m'organise pour que ceux qui ont des choses importantes à vous communiquer soient en mesure de le faire de façon adéquate, avec tout ce que vous voyez comme équipement que je déplace à chaque fois. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ça ma paye. C'est la raison pourquoi je le fais. Autant pour mon évolution personnelle profonde et en même temps d'apporter un petit quelque chose pour mon prochain. Donc, pour revenir dans le monde de l'ufologie, je vais mettre mon opinion là-dessus sur qu'est-ce qui nous attend pour 2020 ou qu'est-ce qu'on peut spéculer pour 2020. J'ai entendu tout à l'heure que les ufologues sont portés à disparaître. C'est plus qu'il n'y a plus de nécessité pour un ufologue, mais l'ufologue a évolué. La recherche elle a évolué. Le phénomène, lui, n'a pas changé. Mais notre perception du phénomène, lui, a changé. On a des prises de conscience. Les questions que les gens se posaient dans les années 40, 50, 60, c'est plus les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. On a l'impression de virer en rond au niveau de l'ufologie, mais à quelque part, il y a un processus qui ne s'est pas fait encore dans notre tête. Tu sais, je dis souvent aux gens, attendez-vous pas à ce qu'il va y avoir un gros vaisseau spécial, vaisseau mère qui va arriver puis qu'il va y avoir un extraterrestre qui va sortir. Bonjour, je viens de telle planète, on vient vous visiter. Ça n'arrivera pas. Si vous attendez ça, là, vous allez continuer à attendre parce que ça ne se déroulera jamais.
C'est pas ça le phénomène. Le phénomène est personnel à tous et chacun. Quand vous voyez passer quelque chose, peu importe le phénomène que c'est, qu'on parle d'ufologie, qu'on parle de paranormal, de monde parallèle, c'est vous qui vous êtes visé, là. C'est votre évolution personnelle. Oui, on en débat, on en parle de façon publique, en société, mais ça n'en reste que le phénomène est personnel à tous et chacun. C'est vous qui êtes visé, là. Pas la civilisation entière. Même là, aujourd'hui, si vous êtes présent aujourd'hui ici, déjà en partant, c'est que vous êtes en plein développement. Vous n'avez peut-être pas vu encore d'extraterrestres ou de vaisseaux passer, mais vous êtes en train de baigner dedans. Même si vous ne l'avez pas vu, vous êtes en train de les appeler. Vous êtes en train de changer votre propre énergie, votre propre conscience pour être en mesure d'enlever votre paire de lunettes qui vous empêche de voir la réalité. C'est ça, pour moi, le monde de l'ufologie, le monde de l'étrange, dans quoi qu'on gravite. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, vraiment, de l'ufologie, c'est vous. Ce n'est pas l'ufologie qui change, ni les ufologues. C'est vous qui êtes en train de changer. C'est vous qui êtes en train d'évoluer. Et merci parce que vous faites évoluer la société en même temps. Vous l'aidez à faire avancer le domaine. Et c'est moi qui vous remercie aujourd'hui de votre présence parce que c'est grâce à vous qu'on est capable d'avancer. Puis ça nous motive à continuer encore. Merci.